Le 30 novembre 2021, mon cher journal. Il y a à peine quelques jours, un groupe d'adolescents a voulu se faire peur pour la soirée d'Halloween. Ils se sont donc rendus au manoir pour faire une soirée où ils se racontent des histoires flippantes à la lampe de poche, en essayant d'avoir le plus peur possible et pourquoi pas tenter de se faire peur avec la dame en noir si elle existe. Comme tu le sais mon cher journal, je n'ai pas pour habitude de faire de mal aux enfants ou aux adolescents, mais parfois il faut savoir les rejeter, qu'ils aient une belle peur une bonne fois pour toutes et qu'ils cessent leurs âneries parce qu'ils se mettent souvent en grand danger. Ils ont cette chance que je sois un gentil fantôme, une entité qui ne leur veut pas de mal, mais tôt ou tard, ils pourraient invoquer le démon et ce sont les mauvais esprits qui viendraient se manifester pour les anéantir. Au début de la soirée, tout se passait avec beaucoup d'excitation et d'amusement, mais au fur et à mesure, les leaders du groupe se sont mis à vouloir invoquer réellement le fantôme de la dame en noir, pensant que j'étais une mauvaise personne, et j'avoue qu'ils y sont allés un peu fort en étant dans la confrontation. Habituellement, ça ne me fait pas grand-chose, sauf que là, ils sont vraiment jeunes. D'ailleurs, où sont les parents? Que font-ils? Est-ce que c'est normal de laisser des enfants si jeunes dehors un soir d'Halloween sans savoir où ils vont, ni ce qu'ils font? Je trouve que les parents sont de plus en plus irresponsables et après, ils osent se plaindre que leurs enfants disparaissent. Soit, on va se concentrer sur ces enfants et on va leur donner ce qu'ils sont venus chercher, c'est-à-dire un peu de frayeur ou, pourquoi pas, un peu de terreur. Ils ont donc invoqué les esprits, ne sachant pas qu'ils allaient se manifester. Je viens alors les troubler. L'idée n'était pas d'attiser leur curiosité, mais réellement de leur faire peur pour qu'ils ne reviennent plus jamais. Donc même si eux ne se considèrent pas comme des chasseurs de fantômes, ils sont venus sans Ouija et sans autre appareil d'enquêteur, ils étaient juste là pour se faire peur. Évidemment, j'ai mis le paquet, l'idée c'était qu'ils ne reviennent jamais plus, et si possible que ce soit si violent qu'ils n'en parlent à personne pour qu'aucun autre vivant ne vienne hanter mon manoir. Je leur sors donc le grand jeu. Poltergeist, parquet qui grince, lumière qui s'allume et qui bouge toute seule, volets, fenêtres et portes qui claquent. J'ai vraiment mis le paquet. Je ne vais pas oublier de leur souffler dans l'oreille des petites voix fantomatiques les menaçant. Je n'hésite pas non plus à les toucher pour qu'ils sentent qu'il se passe réellement quelque chose de très grave. Après 30 minutes de frayeur intense, ils ont enfin quitté les lieux en hurlant qu'ils ne reviendraient jamais plus. Sauf qu'aujourd'hui, je reconnais un des jeunes de la bande, le plus timide, celui qui ne réagissait pas comme une poule mouillée face aux manifestations que je donnais. Aujourd'hui, je vais donc recevoir la visite de Lucas, 13 ans, passionné par le monde de l'au-delà, qui vient avec ses notes et avec un cadeau. Il avait vu que dans la salle du guéridon, quelqu'un y avait laissé une Ouija. C'était pour lui l'occasion de faire sa première expérience en solo. Comme le font tous les chasseurs de fantômes, Lucas entre avec beaucoup de respect dans le manoir, se présente, il m'indique qu'il n'est pas là pour me faire de mal, qu'il veut juste établir un contact avec moi. Il n'a ni caméra sur l'épaule, ni téléphone portable prêt à me filmer, il est juste là avec son sac et sa lampe de poche, prêt à s'installer pour pouvoir me parler. Et là, je ne te cache pas, mon cher journal, que je ne sais absolument pas quoi faire. Pourquoi est-il revenu? Que cherche-t-il? Que veut-il? Je sens que ce jeune homme n'est pas venu pour rien. En tout cas, il n'est pas venu pour simplement me déranger ou avoir un contact totalement inutile avec un fantôme. En hurlant de peur, à peine je répondrai aux premières questions, comme cela se passe avec tous les autres chasseurs de fantômes. Il me demande alors de venir m'approcher de son K2 si un fantôme est en ces lieux, ce que je vais m'empresser de faire parce que je veux savoir pourquoi Lucas est présent aujourd'hui avec moi au manoir. Lorsque je fais réagir le K2, Lucas est stupéfait, à la fois légèrement apeuré, mais tellement excité qu'il en sourit. Il va évidemment me demander de confirmer qu'il y a bien une entité en sa présence, ce à quoi je répondrai, et va s'en suivre un long interrogatoire avec des questions fermées, un peu comme une partie de « Qui est-ce ?». J'avoue que j'ai beaucoup d'affection pour ce jeune Lucas, il est particulièrement bienveillant. Ça change de tous les zigotos qui viennent me visiter, faisant croire qu'ils veulent aider les entités coincées entre deux mondes. Ce serait tellement intéressant de pouvoir à mon tour lui poser des questions, car j'aimerais vraiment comprendre pourquoi il est là. Il ne semble rien montrer de particulier, il ne semble pas avoir de problème, et il n'a pas le comportement d'un simple petit curieux qui est là juste pour savoir si les fantômes existent. Je vais donc attirer son attention pour qu'il se concentre sur la Ouija
et je vais soulever la goutte de quelques millimètres de la planche pour la faire retomber à plusieurs reprises afin d'attirer son attention. Lucas est étonné de ce qui vient de se passer et me demande de bien vouloir rester calme et courtoise. Il me rappelle qu'il n'est pas là pour me faire de mal. Il va donc falloir que je le rassure à mon tour, que moi-même, je ne lui veux pas de mal, et je vais à nouveau soulever la goutte de la Ouija pour la faire retomber dessus et la glisser très lentement sur le mot « oui ». Il comprend alors que c'est le moment idéal de faire sa première séance de Ouija avec moi. Comprenant le message que je viens de lui passer, il s'installe alors confortablement et consciencieusement au guéridon où se trouve la planche qui permet de communiquer avec l'au-delà. Et je vais alors lui demander pourquoi il est là. Il va tout simplement me répondre qu'il est passionné par ses recherches sur une éventuelle existence d'une vie après la mort et que ça s'arrête là, qu'il n'a pas d'attente particulière. Il me dit toutefois qu'il a vécu certaines choses qu'il n'arrive pas à s'expliquer, mais ses parents ne le prennent pas au sérieux. Il a alors décidé de mener ses propres investigations. Il va alors prendre un moment pour me décrire certains faits qui se sont passés à chaque fois qu'il pense à un de ses camarades qui s'est retiré la vie il y a moins d'1 an. Il a l'impression que Steven, son camarade, tente de communiquer avec lui, mais il ne comprend aucun message. Il ne sait absolument pas comment interpréter les fois où il a l'impression d'être connecté à lui. Et je me souviens de qui il parle. Il parle d'un garçon qui était fort gentil, mais qui était en quelque sorte un enfant maltraité psychologiquement. Malmené de partout, autant à la maison qu'à l'école, et surtout auprès des religieux lorsqu'il était enfant de cœur. Il n'en pouvait plus de subir autant de persécutions qu'on lui infligeait, il estimait que sa vie n'était que souffrance. Malheureusement, il s'est rendu compte, après s'être retiré la vie, qu'il a laissé un vide incommensurable auprès de sa petite sœur, qui était devenue dépressive depuis qu'il a quitté ce monde. Depuis son décès, sa petite sœur est devenue la vedette de l'école. Elle a reçu toutes les attentions de partout, autant des élèves que des professeurs, mais la pitié que lui renvoie tout son entourage l'horripile. En fait, ce que je comprends, c'est que Lucas est contacté par son camarade Steven tout simplement parce que sa petite sœur est en grand danger. Visiblement, elle tenterait de se retirer la vie à plusieurs reprises depuis son départ, mais sans succès, fort heureusement. Le plus difficile, mon cher journal, n'est pas de résoudre les problèmes. Le plus compliqué, c'est de faire comprendre les messages aux vivants. Serait-il plus judicieux de mettre en contact Lucas et Steven, ou tout simplement de faire comprendre à Lucas que la petite sœur de Steven tente de se retirer la vie secrètement sans que personne ne s'en aperçoive? Je vais tout simplement me contenter d'écrire sur la Ouija le prénom de la petite, qui est Eva. Je vais noter le mot danger et je vais noter tentative. Et Lucas me coupe la parole de suite parce qu'il a compris ce qui est en train de se passer et il me demande de confirmer, de bien vouloir mettre la goutte sur oui s'il a bien compris le message que j'avais à lui passer. Bien évidemment, je vais placer la goutte avec hâte sur le mot oui. Sans plus tarder, il me remercie et met fin à la séance de Ouija en me disant qu'il n'aurait jamais soupçonné ça et qu'il va de ce pas contacter cette jeune fille pour lui venir en aide. Il prend alors soin de bien ranger toutes les affaires dans le manoir, de refermer toutes les portes et fenêtres et reprend le chemin de retour pour rentrer chez lui. À peine a-t-il le temps de retirer sa veste une fois arrivé dans sa chambre qu'il tente avec un morceau de carton, des marqueurs et un verre à boire de recréer une Ouija pour demander à son ami Steven de bien vouloir lui expliquer ce qu'il se passe. Mais Steven est bien trop jeune. Il est décédé il y a quelques mois à peine, donc il ne sait pas encore communiquer par le biais de la Ouija. Il a encore beaucoup à apprendre. Frustré, Lucas décide de reprendre son sac à dos et de se rendre au domicile de cette jeune fille qui vient à peine d'avoir 12 ans, juste pour un bonjour de courtoisie. Son but étant juste de reprendre contact pour pouvoir instaurer une petite discussion et lui venir en aide quant à ses souhaits d'aller rejoindre son frère. Mais lorsqu'il frappe à la porte, en cette fin d'après-midi, la musique qui visiblement sort de sa chambre est à fond. Les parents ne sont pas encore entrés, il a le sentiment que quelque chose cloche. Parce que c'est une jeune fille extrêmement calme en temps normal, et mettre la musique que son frère écoutait à fond dans sa chambre n'est peut-être pas de bon augure. Il va prendre des branches qu'il trouve au sol pour aller taper à la fenêtre de sa chambre pour réveiller un peu plus son attention, étant donné qu'elle n'entend pas la sonnette. Mais là non plus, il n'y aura aucun signe de sa part. Il décide de tenter d'entrer dans la maison, au cas où elle aurait laissé la porte ouverte. Mais tu t'en doutes bien, mon cher journal, c'est une enfant qui fait attention à sa sécurité, donc comme tout le monde, elle a fermé la porte d'entrée.
Par acquis de conscience, il vérifie sous le paillasson et bingo! Le double des clés s'y trouve, comme le font la plupart des foyers de France. Il prend son courage à deux mains et entre, même s'il n'y est pas autorisé, se demandant ce qu'il va bien pouvoir dire à Eva lorsqu'il va la croiser et qu'elle sera surprise de le voir devant elle. Le temps qu'il entre, il se dit qu'il va tout simplement lui expliquer qu'il a eu peur qu'il lui soit arrivé quelque chose parce qu'elle n'a pas répondu lorsqu'il a sonné. Avant d'arriver à la chambre d'Eva, en traversant le couloir, il passe devant la chambre de Steven et regarde cette chambre parfaitement rangée, avec des portraits de lui partout, et sur le bureau, il tombe sur la lettre d'adieu qu'il avait écrite à ses parents. Il la lit avec beaucoup d'émotion. Cette lettre explique que le degré de sévérité de ses parents pour faire de lui un élève excellent a fait qu'il n'a pas eu d'enfance. Et étant donné qu'il était considéré comme un intello à l'école, il est devenu très facilement le bouc émissaire. Il leur explique aussi que le fait qu'ils imposent leur religion, et surtout l'obliger à être un enfant de cœur, l'a anéanti à tout jamais en dénonçant ce qui se passait à l'intérieur des édifices religieux. En lisant cela, Lucas sent ses larmes couler sur ses joues, trouve cela honteux et scandaleux, il n'aurait jamais pu imaginer. Il veut prendre un instant pour se mettre assis sur le lit de Steven lorsqu'il découvre un deuxième courrier. Celui-ci dira « Papa et maman, vous avez été des parents exemplaires, mais à vouloir faire de nous des enfants parfaits, vous avez perdu la réalité du sens de la vie. Ma vie sans Steven est devenue vide et fade. Je vais de ce pas le rejoindre, car son absence est insupportable. » Lucas comprend alors qu'il s'agit peut-être d'une lettre d'adieu qui vient d'être écrite, repose la lettre où il l'a trouvée, bondit du lit et court vers la chambre d'Eva. Il frappe à la porte, il tambourine en la suppliant de bien vouloir ouvrir la porte, et comme elle n'ouvre pas, il prend la liberté d'entrer sans son autorisation. Et là, il tombe sur une vision qui va le marquer à tout jamais. Une enfant de 12 ans qui gît sur le sol, une bouteille d'alcool à la main et des médicaments de l'autre, semblant dormir. Il va tenter de la réveiller, il va taper ses joues et lui demander de revenir, que ce n'est pas amusant, qu'elle prend des risques en buvant aussi jeune, et continue à tenter de la réveiller tout en pleurant. Mais malheureusement, Eva ne se réveillera jamais. Eva est partie rejoindre son frère. Il va quand même tenter de sentir son pouls, il va tenter de voir si elle respire encore, mais il va très vite comprendre que c'est terminé. Il appelle les pompiers et la police, qui vont mettre très peu de temps à arriver. Il va les attendre dehors sur les marches de la porte d'entrée, en pleurant toutes les larmes de son corps, en s'excusant de ne pas avoir compris le message de son frère. Et voilà, mon cher journal. Parfois, on aimerait donner certains messages un peu plus tôt, mais faut-il encore être au courant de tout ce qui se passe autour de nous? Je n'arrive toujours pas à comprendre cette frénésie concernant les résultats scolaires, ces parents absents qui ont des attentes aussi élevées de leurs enfants, qui veulent que leurs enfants soient leur fierté, exigeant d'eux qu'ils soient les meilleurs élèves, qu'ils montrent la meilleure éducation qu'ils n'ont pourtant jamais reçue, alors que les parents, eux-mêmes, ont tant de choses à se reprocher. Pourquoi mettre autant la pression aux enfants, eux qui n'ont pas à subir le rythme que leurs parents ont choisi de vivre? Je n'arriverai jamais à comprendre. Bien à toi, ta confidente, Adélaïde.